Voilà, alors cet après-midi, je voudrais vous parler rapidement donc à la fois de l'association dont je suis directeur qui s'appelle Arocha et du domaine des Courmettes que certains d'entre vous connaissent, hein, qui se situe sur le pic des Courmettes qu'on voit. Alors je ne sais pas si je crois qu'on ne voit pas de Sophia. Précis. Pas d'en bas, mais sur la route des Crêtes peut-être. Oh, n'importe quel bâtiment de deuxième étage, on voit le pic des Courmettes. Voilà, alors je vais vous présenter rapidement les deux, et puis on aura un petit temps de questions-réponses après. Alors, Arocha, c'est une association internationale qui a été fondée par un pasteur il y a 40 ans et qui est présente dans 25 pays aujourd'hui dans le monde. Alors, c'est un pasteur anglais qui a fondé cette association, donc c'est resté beaucoup dans les pays anglo-saxons ou de zones d'influence de l'ancien empire britannique, même s'il y a des exceptions comme la France, le Portugal, les pays d'Europe du Nord, etc. Le cœur de métier de ce que Arocha fait, donc Arocha ça veut dire le rocher en portugais, parce que ça a été fondé au Portugal. Et le cœur de métier de ce qu'on fait, c'est le travail de conservation. Historiquement, donc Arocha a géré des espaces naturels, un petit peu comme le CNPACA. Il y avait des personnes du CNPACA, le Conservatoire des espaces naturels, qui travaillent dans différentes régions de France, dont les Alpes-Maritimes. Nous, on travaille donc sur des gestions d'espaces naturels et la protection de la biodiversité. Ça, c'est le premier cœur de métier d'Arocha, donc a commencé essentiellement par du travail de suivi d'oiseaux, d'espèces, de bagages d'oiseaux, de documentation des pertes et des menaces de la biodiversité. Et puis, on a développé un deuxième aspect, ce qu'au départ on appelait sensibilisation, et ce que de plus en plus j'aime plus tellement utiliser ce terme, parce que la sensibilisation, on est tous maintenant archi sensibilisés à l'écologie et l'environnement. Donc j'appelle ça plutôt un travail d'intégration, comment intégrer l'écologie dans notre vie quotidienne. Alors, en France, Arocha est présente depuis les années 2000. Alors au départ, on s'est surtout focalisé sur la protection d'espaces naturels en marge de la Camargue, dans une zone qui s'appelle la vallée des Baux de Provence. Certains qui connaissent, il y a des zones humides sur lesquelles on a fait un travail de protection et de classement en réserve naturelle. On travaille toujours avec d'autres associations, comme le CNPACA ici dans les Alpes-Maritimes, la LPO ou d'autres associations. Donc, récemment, on a orchestré la dotation de plusieurs centaines d'hectares au Conservatoire du Littoral de la part de propriétaires privés qui souhaitaient léguer pour les futures générations un patrimoine dont ils allaient hériter. Et puis donc dans les Alpes-Maritimes ici, on est implanté aux Courmettes depuis 2008, plus ici localement. Alors le domaine des Courmettes, voilà, donc ça, Arocha France, c'est un petit peu ce que je venais de vous expliquer. Je suis un peu en retard dans mes slides, dans mes diapositives. En France, on est aussi à l'origine d'un label qui s'appelle le label Église Verte, puisque une des spécificités, peut-être la spécificité numéro 1 d'Arocha par rapport à d'autres organisations de protection de la nature et de l'environnement comme le WWF ou les Amis de la Terre ou d'autres, c'est qu'on a un ancrage chrétien. Et de plus en plus, dans le travail d'intégration dont je parlais, sensibilisation, intégration, on a recentré notre cœur de cible sur un public chrétien en se disant que finalement les chrétiens représentent, les personnes qui se reconnaissent comme chrétiens représentent 1,5 milliard de personnes sur la planète, et que c'est, on pourrait dire, la plus grosse ONG du monde. Si on arrive à mobiliser les chrétiens, même une fraction des chrétiens, de ceux qui se reconnaissent sous le label, l'appellation chrétien, ça fait un paquet de monde. Donc, surtout qu'on est aidé, vous êtes peut-être au courant, par le fait qu'aujourd'hui, les différentes églises, les différentes dénominations se réveillent sur la question de l'écologie, notamment au travers de la publication d'une encyclique du pape François qui s'appelle Laudato Si, qui est sur la lettre commune pour la sauvegarde de la maison commune. Voilà, donc ça en France, on a lancé ce label Église Verte qui est à l'origine un label qui a été développé par notre
Donc Arocha, c'est un ensemble de franchises, on est tous reliés avec Arocha International, mais on a des franchises dans différents pays. Et donc c'est Arocha en Grande-Bretagne qui avait développé un programme qui s'appelle EcoChurch, qui a été à l'origine et l'inspiration première de ce label Église verte, qui fonctionne vraiment très fort, puisque aujourd'hui en France on était parti sur un objectif, on a lancé ce programme il y a exactement 2 ans, et on avait un objectif d'une centaine d'églises dans le label au bout de 3 ans. Or là, on est à plus de 350 églises. Ça ne s'adresse pas en fait qu'à des églises, ça peut être des centres paroissiaux, ça peut être des écoles paroissiales aussi. Donc on est à 350 communautés enregistrées dans le label Église verte, ce qui est vraiment bien au-delà de ce qu'on espérait. Je vous parlais aussi du travail donc, de conservation, donc on fait vraiment du travail de terrain, on a deux casquettes, et notamment on contribue, j'ai un collègue qui fait une thèse sur le rôlier d'Europe, qui est cet oiseau magnifique qu'on trouve en particulier dans la vallée des Baux, sur lequel on travaille à des suivis de migration, un oiseau qui pèse 100 grammes mais qui tire d'elle jusqu'en Afrique du Sud tous les ans et qui revient au même endroit, niché dans la vallée des Baux ou ailleurs en France, et qu'on équipe de balises Argos et qu'on suit à la trace pour identifier qu'ils reviennent bien, que ce sont bien les mêmes qui reviennent au même endroit. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant et assez émouvant de voir ça. Et on essaie justement de sauver ces oiseaux qui sont menacés, comme à peu près toutes les espèces d'oiseaux. Vous avez lu les études comme nous. Voilà. Dans les alternatives, donc, on est établi sur le domaine des Courmettes. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que le domaine des Courmettes? Donc, c'est un domaine de 600 hectares. C'est la plus grande propriété privée de Côte d'Azur. Et c'est un espace naturel remarquable qui est classé en zone Natura 2000 et qui est géré comme une réserve naturelle depuis très longtemps. Ce qui fait qu'on repère très bien le pic des Courmettes depuis toute la côte. Quand vous êtes, si vous faites du bateau, vous longez la côte d'Azur, le pic des Courmettes est reconnaissable, c'est le seul qui est boisé. Pourquoi? Parce que ça fait une centaine d'années que c'est une association protestante qui possède ce domaine des Courmettes, une association protestante qui s'appelle Amiral de Coligny. Ce domaine a été acheté par un pasteur il y a 100 ans. On a fêté le centenaire il y a 1 an, qui s'est traduit par la publication d'un ouvrage sur l'histoire des Courmettes que vous pouvez trouver sur place. Et justement, sur lequel on a aussi essayé de travailler un petit peu sur l'histoire de ce domaine naturel qui depuis 100 ans est resté plus ou moins intouché, même s'il y a du pastoralisme aussi sur le site. Alors aujourd'hui, on est une équipe de 10 permanents sur le site des Courmettes, plus un certain nombre de bénévoles, de volontaires et de services civiques qui viennent passer des périodes de plusieurs mois jusqu'à 1 an sur le site. Une de nos vocations, c'est de permettre, je ne sais plus, ce matin j'entendais parler de contemplation, je sais plus, voilà, de permettre à des gens de venir sur le site. C'est un peu noir, on ne voit pas. On a un site de randonnée en fait. Le centre d'accueil se trouve ici. Et il y a 3 sentiers qu'on a aménagés qui vont jusqu'au pic des Courmettes. Donc on a notre propre petite montagne à 1248 mètres qui se trouve sur le site. Ça c'est l'ensemble du domaine. Donc là on est à 800 mètres d'altitude et on monte à 1250 mètres. Donc tous les week-ends, et même en semaine, on peut avoir certains week-ends où il fait beau, comme ce week-end peut-être, on aura peut-être 200 randonneurs qui viennent sur le site gratuitement, profiter de la nature. Et voilà, c'est un des lieux les plus faciles d'accès depuis Antibes, Sophia Antipolis, Nice, pour aller se reconnecter avec la nature. On a pas mal d'activités de découverte de la nature, ateliers autour des abeilles, des étoiles, du pastoralisme, découverte des insectes, balades, conférences. On a aussi un jardin en permaculture, parce qu'on va parler de permaculture après, enfin d'agriculture après. Alors on a un financement, puisqu'on parlait d'entrepreneuriat social et d'entrepreneuriat impact, juste avant, on a, pas dans cette salle mais dans l'autre salle, on a un mode de financement original. Parce que un des problèmes qu'on a au Courmettes, c'est que c'est un patrimoine qui vaut énormément d'argent. Sur le papier, on a des bâtiments qui sont en cours de classement monuments historiques, parce que c'est un architecte très connu qui les a fait, Auguste Perret, il y a 100 ans.
On a un espace naturel qui vaut très cher. Le club méditerranéen, à un moment donné, voulait l'acheter apparemment et il était prêt à mettre beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est comment générer de l'argent de ce patrimoine qui ne rapporte rien. Parce que par vocation, on veut garder l'accès ouvert aux gens qui viennent. Donc on n'a pas du tout de subvention publique. Et donc on a trouvé une solution originale qui est d'avoir une activité commerciale qui va financer les activités non lucratives. Alors on a deux associations, toutes les deux à but non lucratif, mais l'une à vocation commerciale qui paye l'impôt sur les sociétés, qui paye la TVA, qui peut accueillir par exemple des mariages ou des autres groupes commerciaux, des entreprises de Sophie Antipolis qui viennent faire des journées d'entreprise au Courmette. Donc pour ça, on a donc une association à but commercial et on a une autre association à but non lucratif, donc Arocha France, qui elle, par le biais du versement d'une indemnité pour l'occupation des locaux par l'activité commerciale, peut financer les activités de conservation, de sensibilisation qui sont entreprises sur le domaine. Quelques photos des mariages qu'on fait au Courmette, qui sont notre principale source de revenus. Voilà, ça c'est les bâtiments avec au fond, même si on ne voit pas très bien, le pic des Courmettes ici. Voilà. Alors, on a des activités de gestion des espaces naturels et des activités de conservation. Donc, par exemple, on a 200 hectares de forêt, on a un plan simple de gestion forestière, on travaille avec les bergers sur le pastoralisme, on fait du suivi d'espèces, de reptiles, de papillons, etc., etc. Et puis, on est aussi un lieu d'accueil qui organisons des formations et des activités de sensibilisation, essentiellement, donc comme je le disais, mais pas exclusivement, donc on peut mettre à disposition les lieux pour des groupes qui veulent venir faire leur propre programme, mais on organise aussi nos propres activités. Vous voyez par exemple, ça c'était il y a quelques semaines, un séminaire, donc c'est souvent en lien, pas exclusivement, mais souvent en lien avec la théologie et la protection de la nature et de l'environnement, puisque c'est vraiment notre cœur de métier et c'est notre sensibilisation. Et puis on a aussi une activité de publication d'ouvrages, donc ça c'est un ouvrage qu'on vient de publier il y a quelques semaines. Voilà, on a plusieurs ouvrages dans cette série, donc toujours sur les liens foi-environnement. Voilà. Et puis on accueille aussi, et je termine par là, une cinquantaine de bénévoles par an. Donc là, voilà, on a un jardin, donc là c'était une journée d'accueil de bénévoles. Donc on essaie aussi vraiment de construire avec des bénévoles des activités autour de suivi d'espèces, d'accueil de groupes et d'activités aussi. Donc on a un jardin en permaculture qui à terme nous permettra d'être autonome voilà, en termes d'alimentation, enfin en partie autonome, hein, pas complètement, on va pas cultiver du blé, encore qu'il y en avait il y a pas si longtemps, il y avait du blé qui était cultivé au Courmette. Et on a aussi tout un programme, mais là j'en ai pas du tout parlé parce qu'on n'a pas le temps, mais de réhabilitation des bâtiments avec une activité de recherche de financement auprès de mécènes privés qui nous a permis déjà de récolter près d'1 million d'euros en 5 ans sur des programmes de réhabilitation des bâtiments. Donc on a récemment refait les toitures, on a tout un programme d'amélioration du bâtiment. Voilà. Voilà, c'était un peu speed, mais... Vous n'avez pas des animaux aussi là-haut? Alors on a des poules, on a des poules essentiellement pour les œufs. Après on a des animaux bien sûr sauvages, hein, donc on organise régulièrement des sorties pour écouter le brame du cerf par exemple. On a quelques animaux domestiques aussi qui font du miel qui s'appelle des abeilles. C'est aussi des animaux. Mais... Voilà. Non, sinon on n'a pas. Alors bien sûr, évidemment, il y a les chèvres et les moutons, alors qui sont une activité agricole séparée, c'est-à-dire qu'ils sont sur le site des Courmettes, ils travaillent en bonne intelligence et voilà, avec eux, mais c'est pas directement Arocha qui gère ça. Donc on travaille, c'est pour ça que je l'ai mentionné, on travaille avec le pastoralisme, mais il y a des conventions, hein, mais c'est pas nous directement qui gérons cette activité-là. D'accord. Est-ce que je peux demander ceux qui connaissent ou ne connaissent pas les Courmettes? Ouais, quand même. Ah ben vous êtes vraiment connus. C'est le plus beau site des Alpes-Maritimes. Ah, c'est magnifique. Absolument magnifique. Super. Il y a une vue. Ouais, c'est super.
faut y arriver. Hein. Et en ce moment... Alors la route a été refaite hein, il y a pas longtemps, la route a été donc, refaite, on a maintenant c'est du milliard. Hein. Et en ce moment, vous entendez le brame du cerf depuis l'autre côté de la vallée du Loup. Moi, j'habite à Bar-sur-Loup. Et le soir, on entend le brame des cerfs. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Oui. Vous avez parlé de suivi d'espèces. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Quelles sont les actions qui vous permettent de suivre ces espèces et quel est l'impact depuis que vous avez mis en place justement ce suivi? Alors, on a fait, je peux donner deux exemples même, on a fait du suivi d'espèces d'oiseaux. Donc j'avais un collègue ornithologue qui a compté toutes les espèces qui passaient avec alors il y a une base de données qui s'appelle Faune Package, je ne sais pas si vous connaissez, dans laquelle on peut rentrer en fait les observations et ce qui permet à toutes les personnes qui s'intéressent à l'ornithologie sur les Alpes-Maritimes ou qui font des recherches dans ce domaine de pouvoir suivre l'évolution des populations d'oiseaux année après année. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des suivis un peu long terme. Et l'avantage des comètes, c'est qu'on a des suivis qui remontent à assez longtemps sur pas mal d'espèces, parce que c'est un endroit qui a été depuis très longtemps voilà. Autre exemple, on fait des suivis, des inventaires sur les reptiles, par exemple. Donc ça consiste. Donc les inventaires ornithos, c'est assez facile, il suffit d'une paire de jumelles et puis d'être patient. On fait aussi, là on l'a pas fait récemment, des bagages d'oiseaux, c'est-à-dire on tend des filets et on capture les oiseaux. C'est une méthode qui ne les blesse pas, hein, bien sûr, et on les bague et ensuite on les relâche. Donc ça, on fait surtout ça sur l'autre site. Au Courmette, on l'a fait un petit peu moins. Donc ça, c'est pour les suivis ornithos. Les suivis, par exemple, de reptiles, on a disposé une centaine de plaques. C'est des plaques de carrière, on récupère ça dans des tapis de carrière. C'est du caoutchouc. Et en fait, on les dispose à différents spots sur le domaine. Et on va relever tous les 15 jours, on va soulever les plaques et on regarde, parce que les reptiles vont se réfugier dessous parce qu'il fait chaud. Et on soulève et on compte ce qu'on trouve dessous. Voilà. Dans un but d'inventorier. Le but, c'est toujours le même, c'est de comprendre, de connaître ce qu'il y a sur le site pour aussi déjà pouvoir savoir s'il y a des évolutions en plus, en moins. Et aussi pouvoir partager au public qui vient, parce que si on parle serpent à des gens qui ne connaissent pas, ils peuvent avoir tendance à dire bon, serpent, moins on en a, serpent c'est des pensées vipères, on risque de se faire mordre, etc. Tandis que si on explique aux gens la diversité des espèces de reptiles et l'utilité qu'elles ont pour l'écosystème, etc., ça permet en fait, c'est un outil pédagogique. Donc on fait de plus en plus d'accueil de classes. Par exemple, la semaine prochaine, on a des classes qui viennent, on va leur parler de tout ça. On a des... Voilà. Donc c'est pour l'idée de faire connaître la nature aux enfants ou aux autres personnes pour les sensibiliser. Merci beaucoup.